je protégerai la République. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Là, personne n'était au courant qu'il allait y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale à 20h hier soir. C'est parce que c'est une décision personnelle d'Emmanuel Macron. Macron s'est laissé sans doute porter à la fois par son ego surdimensionné et puis par des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs. Dites-moi, je voudrais que on revote pour l'Assemblée nationale et puis on sera représenté vraiment. Mais on est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple. Macron s'est approprié une bonne part du vocabulaire de l'extrême droite, flirtant avec la thèse du grand remplacement, parlant d'ensauvagement, de décivilisation. Et l'ensauvagement des discours sur les réseaux sociaux. Donc nous avons un arsenal législatif, réglementaire et un habitus policier qui s'est installé depuis plusieurs décennies, qui aujourd'hui est à la disposition de Marine Le Pen. Donc on va avoir un gouvernement Rassemblement National sans aucune compétence, avec un président déstabilisé et qui cherchera naturellement à mettre à ce gouvernement autant de bâtons qu'il en a encore dans les roues. Mais je ferai tout pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Et de ce point de vue, on va avoir une cohabitation très très différente de celle que nous avons connue par exemple en 1997. La situation est très grave et j'espère de tout cœur me tromper. Jean-François Bayard, je suis ravi de vous accueillir. Je commence par vous voyer, mais comme on se tutoyait, je vais me permettre de vous tutoyer, puisque c'est la seconde fois la troisième fois que vous êtes avec nous sur l'antenne de Blast. Et c'est vrai que dès qu'il est arrivé, ce qui est arrivé dimanche dernier, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, il faut que je l'invite. D'une part parce que j'avais reçu ton livre qui s'appelle Malheur à la ville, dont le prince est un enfant. D'autre part parce que on te suit ici à Blast depuis ta chronique dans le temps où on t'a découvert, ouais. Qui s'appelait Où va la France ? Où va la France, et où tu es une sorte de scribe qui recense et qui repère tout ce qui déconne, j'ai envie de dire, pour utiliser un terme un peu galvaudé, mais chez Emmanuel Macron. Et c'est ce qui est très intéressant parce que c'est le regard d'un sociologue, puisque tu es sociologue, tu professes encore à Genève, et donc tu as publié beaucoup de livres, et donc tu as une sorte à la fois de recul qui est très intéressant parce que tu inscris l'histoire de Macron dans une histoire beaucoup plus large et générale, et en même temps tu es une sorte de j'allais dire d'acteur, mais en tout cas, tu es une sorte d'éditorialiste aussi permanent sur cette histoire. Et il y a à la fois un détachement chez toi, un recul, et en même temps une implication, quoi. Et c'est de tout ça dont je voudrais parler, parce que je voudrais commencer par ça, parce que depuis l'annonce des résultats et surtout l'annonce de la dissolution, on a le sentiment, et j'ai le sentiment, qu'on entre dans un cauchemar. Et que tout ce qu'on avait imaginé comme scénario les pires, quand on commence à s'intéresser à Macron, se réalise au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et autant on pouvait manier l'ironie, un peu rire de ces situations, là on rigole plus, quoi, parce qu'on a l'impression que sans faire tout le temps référence au bruit des bottes et aux années 30, on a vraiment l'impression que ce président nous entraîne dans un malheur, quoi. Et c'est pour ça que le terme de ton livre est approprié, quoi. Malheur à la ville, dont le prince est un enfant. Je voudrais simplement commencer par toi, à titre intime et personnel. Quand tu as vu le résultat, mais plus que le résultat, quand tu l'as vu à la télévision annoncer 1 heure après la dissolution de l'Assemblée, quel a été ton sentiment, ton attitude, et comment tout ça a évolué dans ta tête ? Alors, c'est un sentiment assez courant dans ma profession. Notre rôle en tant que sociologue du politique, c'est d'analyser. Dans mon cas, c'est d'analyser dans les termes de la sociologie historique et comparée du politique. Donc, je suis toujours effectivement en train d'essayer de comprendre les situations présentes. D'une part, par rapport à d'éventuels précédents, ce qui ne veut absolument pas dire que les situations sont identiques, mais les logiques peuvent être relativement similaires. Et puis également de comparer mutatis
mutandis avec des situations contemporaines. Je me suis pas mal fait étrier, par exemple, lorsque j'ai publié cette chronique dans Le Temps, parce que j'osais comparer Macron avec Orban. Et même, pourquoi pas, sur certains points, avec Poutine ou avec Modi. Et tout le monde me disait, mais tu exagères. Bon. Donc, voilà mon positionnement intellectuel. Déjà, j'ai eu un trouble lorsque l'on a annoncé l'intervention du président de la République un soir de résultats d'élection. C'est complètement inédit. Donc là, j'ai commencé à me dire que le missile redevenait fou. Bon. Et puis, dès qu'il a prononcé dans son allocution le terme de consultation, j'ai compris, parce que j'ai quand même une vague mémoire de la Constitution de la République française, qu'il allait annoncer la dissolution. Donc là, évidemment, je me suis d'une certaine manière décomposé, à ma manière, c'est-à-dire assez froidement, et en retrouvant un sentiment que nous avons dans notre profession très souvent, c'est-à-dire que notre rôle, c'est d'analyser. Si on n'est pas trop nul, on comprend assez bien ce qui se passe, on comprend bien l'issue vers laquelle nous nous dirigeons, d'où le titre du livre de Macron à Le Pen, avec un point d'interrogation pudique, mais c'était uniquement pour ne pas trop effrayer le lecteur. Pour moi, les choses sont quand même claires depuis pas mal de temps. Mais alors, le charme particulier de mon métier, c'est que la manière dont la catastrophe arrive est toujours relativement non prévue. C'est-à-dire qu'on sait qu'on fonce dans le mur, mais la façon dont on rentre dans le mur ou la texture du mur sur lequel on se fracasse n'est pas du tout celle que l'on avait envisagée. Et là, tu l'avais imaginé, cette dissolution? Absolument pas. Absolument pas. Donc je savais que Macron, tel le joueur de flûte auquel je fais allusion à plusieurs reprises dans ses chroniques, nous dirigeait soit vers le mur, soit vers le fleuve, selon que l'on préfère mourir et fracassé ou noyé. Ça, je le savais, mais pas 30 secondes, j'ai pu imaginer que Macron commettrait cet acte insensé. Dont il n'est pas... D'abord, qu'il a préparé en catimini, dans le dos de son Premier ministre, si l'on en croit les reportages notamment du Monde. Vous nous révélez ce matin que jusqu'au bout, hier soir, Gabriel Attal, le Premier ministre, a tenté de convaincre Emmanuel Macron qu'il ne fallait pas dissoudre. Je suis le fusible, a dit Gabriel Attal à Emmanuel Macron. Fais jouer mon rôle de fusible. Donc il a agi exactement comme Ciotti vis-à-vis de son appareil des Républicains, une décision solitaire, entouré de quelques conseillers, dont son conseiller mémoire, que l'on sait quand même très enraciné, sans peut-être sa fonction qui le veut, dans un passé un peu nauséabond. Tu pensais qui? Eh bien, son nom m'échappe, mais c'est son conseiller mémoire qui est Bruno Petit. Oui, exactement. Qui est un peu un insubmersible des deux quinquennats de Macron, bien qu'il ne soit pas forcément sur le devant de la scène, et qui apparemment est très proche de Brigitte Macron. Et je pense que le jour dit, il faudra quand même s'interroger sur l'influence idéologique de Brigitte Macron sur son mari. Et ça, je crois que ça pose aussi un problème constitutionnel. C'est-à-dire qu'à tort ou à raison, nous avons élu en 2017 et 2022 un certain Emmanuel Macron. Nous n'avons pas voté à aucun moment pour une certaine Brigitte Macron. Et alors, on sait bien qu'il y a eu un précédent. Peut-être Bernadette Chirac avait un rôle politique très actif auprès de son mari et au-delà, mais l'épouse du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Valéry Giscard d'Estaing, de François Hollande ou même de Nicolas Sarkozy n'avait pas de rôle politique. Je voudrais revenir sur une expression que tu as eue en parlant du joueur de flûte, de la rivière ou du mur. Tu penses que dans la séquence qu'on vit là depuis une semaine, 8 jours, que la démocratie, en tout cas le pays, est en danger de mort. Enfin, il y a quelque chose. Ça c'est clair et net. C'est clair et net. Et là, il faut quand même que l'électorat, y compris l'électorat qui ne vote pas. Moi, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, mais il faudrait quand même que les jeunes, et que notamment les jeunes des quartiers populaires, se réveillent. Parce que ce qui est en jeu, ce sont effectivement les libertés publiques. Et moi, très honnêtement, c'est mon cap.
Je peux ne pas être d'accord avec des politiques de droite ou d'ailleurs avec des politiques de gauche. Je n'ai jamais ménagé mes critiques, bien que je sois un électeur de gauche, à l'encontre de telle ou telle politique de président de gauche, notamment dans le domaine de la politique étrangère. Donc on peut se diviser, pas forcément se diviser d'ailleurs, mais on peut discuter de beaucoup de choses. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, y compris des choses importantes comme la réforme des retraites, etc. Mais il y a une ligne rouge qui est, dont tout franchissement s'avère malheureusement à peu près irréversible, c'est la question des libertés publiques. Et depuis plusieurs décennies, les libertés publiques ne cessent pas de reculer en France. Et aujourd'hui, nous avons un appareil législatif abondé, et les socialistes, sous prétexte, mais sous couvert de la lutte contre le terrorisme, voire contre l'immigration, et des présidents de droite comme Sarkozy ou Macron, généralement sous les mêmes prétextes, mais également dans la volonté à peine déguisée d'étouffer les mobilisations populaires, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine environnemental, ou dans d'autres secteurs. Donc nous avons un arsenal législatif, réglementaire, et un habitus policier qui s'est installé depuis plusieurs décennies, qui aujourd'hui est à la disposition de Marine Le Pen, et elle n'a pas un seul texte à faire voter pour instaurer un État autoritaire. Pas un seul texte à faire voter. Tout est là, sur sa table. Et j'en avais fait la réflexion à un député socialiste sous le mandat de François Hollande, dont il s'avérait qu'il était un ancien étudiant, ce qui prouve que je suis un très mauvais professeur, parce que quand je lui ai dit « mais vous êtes fou de faire passer des textes de ce genre, quand Marine Le Pen sera au pouvoir, qu'est-ce que vous ferez ?» Et il a eu cette réponse absolument désarmante, « Ah, on n'y avait pas pensé ». Parce que c'était impensable. Mais de même que dans les années, et encore une fois, on pourra revenir sur la comparaison, comparaison n'est pas toujours raison, mais elle est parfois raison. Mais personne dans les années 1920 pouvait penser qu'un certain Hitler viendrait au pouvoir. Et ça s'est produit en quelques mois sans que personne n'ait vu la chose véritablement arriver. Il y a eu un travail préparatoire dans les médias, enfin, on pourra revenir là-dessus. Mais ce travail préparatoire, nous le menons en France. Mais pour en revenir à la question que tu me posais, la ligne rouge, ce sont les libertés publiques. Et si demain, nous avons un gouvernement d'extrême droite, parce qu'il s'agit quand même bien de cela, on ne peut pas se cacher comme derrière l'arbre, eh bien, immédiatement, ce sera une politique de répression policière accrue, y compris à l'encontre des banlieues, avec des préfets, des sous-préfets, des commissaires de police qui recevront des ordres, entre guillemets, républicains auxquels ils devront se soumettre, qui seront des ordres de discrimination sociale, raciale, on appelle ça comme l'on veut. Ce sera des atteintes à la liberté de la presse. Et nous avons quand même un président Macron qui a fait passer toute une série de dispositions attentatoires à la liberté de la presse, sous prétexte de respect du secret des affaires ou de défense de la sécurité nationale. Ce sera toute une série de configurations de ce genre, avec également, de la part de ce pouvoir autoritaire, un pouvoir de nomination qui fait que même s'il perd les élections, et ça sera difficile de lui faire perdre parce que naturellement il aura également pris le contrôle du paysage médiatique, même s'il perd des élections, tu veux dire le pouvoir autoritaire. Dans 3 ans, dans 5 ans, eh bien, nous aurons des administrations, une magistrature truffée de gens d'extrême droite. Et c'est exactement la situation que, par exemple, Donald Tusk, le nouveau Premier ministre polonais, a trouvé. C'est-à-dire qu'il a trouvé un État polonais infesté de nominations ne répondant pas d'ailleurs aux critères professionnels attendus et orientées idéologiquement. Et Donald Tusk en est à négocier avec les institutions européennes en leur disant « donnez-moi du temps, parce que je ne peux pas revenir à l'état de droit d'un coup de baguette magique ». C'est exactement ce que fait Madame Meloni aujourd'hui en Italie. Mais c'est intéressant parce que je pense que les gens qui nous écoutent ne sont peut-être pas suffisamment conscients. C'est la raison pour laquelle j'insiste lourdement. De ça, mais on va sortir une enquête. Le journaliste qui est spécialiste ici de l'extrême droite, qui s'appelle Thierry Vincent, est en train de travailler, donc je l'ai souvent au téléphone là-dessus, et il fait un état des lieux de la police. Mais ce qu'on n'avait pas vu arriver aussi, parce que tout ça se fait un peu sous les radars, c'est la manière dont l'appareil policier, sa hiérarchie,
mais évidemment aussi ces syndicats, sont complètement phagocytés par le Rassemblement national. Absolument. Par exemple, là, il vient d'y avoir une nomination dont personne n'a entendu parler, du policier qui s'occupe de la formation des policiers. Il est encarté au Rassemblement national. Enfin, tout ça va sortir dans notre enquête. Donc, il y a récemment à Nancy, on a publié un article hier. Donc, quand notre entretien sera publié, ce sera dans une semaine. Mais bon, on peut le retrouver facilement sur Blast, où on voit il y a une manifestation anti-RN. Et 2000, 3000 personnes. Et on a des fascistes qui sont habillés tout en noir, qui attaquent le cortège et qui rentrent dans une rue et ils sont tout de suite protégés par la police et les boucliers. Et la police, non seulement protège, mais soutient les manifestants fascistes et enfonce les manifestants. Donc là encore, ils se retiennent un peu, mais dès que l'extrême droite sera là, ça va être la fête de la matraque. Quoi. Absolument. Et il y a un petit indice qui est très éloquent. Je crois que c'est une espèce de petite flamme bleue qui est l'insigne des suprémacistes racistes, etc. Aux États-Unis. Et vous avez de plus en plus de policiers français qui la portent sur leur uniforme, de manière complètement illégale. Et cela avait été signalé, je crois, par une enquête du Monde il y a maintenant déjà plusieurs années. Et concernant la magistrature, parce que c'est aussi ça, j'ai une amie magistrate qui m'a alerté sur ce point-là, qui m'a dit, mais moi, à la seconde où on m'oblige à condamner ou à utiliser une loi avec laquelle éthiquement je suis pas d'accord, je serais obligé de démissionner, quoi. Donc je pense que tout n'est pas perdu ou tout n'est pas gagné. Au niveau de l'appareil policier, ça va être très compliqué parce que là, on voit ce qui se passe depuis des années. Ce gouvernement tient grâce à sa police, mais au niveau de la magistrature, ça reste un corps qui peut résister, quoi, ce qui est déjà arrivé par le passé. Je suis entièrement d'accord avec toi. La magistrature, depuis maintenant plusieurs quinquennats, y compris par rapport à Nicolas Sarkozy, qui traitait les magistrats de petits pois, a effectivement défendu l'indépendance de la magistrature. Mais encore faut-il rappeler que le président de la République est garant de cette indépendance, notamment par le biais du Conseil de la magistrature, et qu'on ne peut pas dire que Emmanuel Macron est parfaitement obéi à ce que la Constitution attend de lui sur ce plan. Donc, les choses sont parfois très, très compliquées. Pour ce qui est des policiers, de fait, nous sommes dans un état dès aujourd'hui corporatiste, c'est-à-dire que ce sont les syndicats de policiers qui sont maîtres de la politique de l'État en matière policière. Et alors, tous, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Vous avez des policiers qui, aujourd'hui, regrettent la police de proximité, voient très bien les errements et l'impasse dans laquelle la politique répressive qui accourt maintenant depuis plusieurs décennies enferme la police elle-même. Donc, je pense que même d'un point de vue professionnel, beaucoup de policiers voient que le cours actuel est absolument erratique. De moins en moins, et leur parole est plus libre, et là aussi au niveau des syndicats de police. Et le pouvoir politique a peur des syndicats de police. Cela fait maintenant quand même plusieurs gouvernements que le ministre de l'Intérieur est la simple courroie de transmission auprès de l'Élysée des syndicats policiers, et on a le sentiment d'un pouvoir politique qui se couche devant sa police. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant parce que cela nous rappelle des moments douloureux de la République française. Quand le pouvoir politique se couche devant les forces de l'ordre, que ce soit les forces policières ou l'armée, l'on sait que ce sont des moments extrêmement difficiles pour la démocratie française. Ça a été le cas pendant la guerre d'Algérie et naturellement, cela a été le cas pendant les funestes années 30 et pendant l'occupation. Et même, d'une certaine manière, au moment de l'épuration, parce que tous ces juges qui avaient condamné, poursuivi, livré aux Allemands des résistants, se sont livrés à une épuration parfois un peu hâtive, avec le zèle du néophyte, en quelque sorte, redécouvrant la démocratie. Donc la magistrature elle-même, dont on doit saluer l'indépendance, doit quand même veiller au maintien de son ethos et de cette indépendance dans les temps difficiles que nous traversons. Les retours que j'ai d'amis magistrats, c'est quand même une sorte de panique
qui s'est installé depuis dimanche, quoi. C'est-à-dire les magistrats que je connais, beaucoup n'en croient pas leurs oreilles et leurs yeux et se demandent vraiment ce qui va se passer. Panique dans la magistrature, panique certainement dans une partie de la police qui est restée fidèle aux valeurs républicaines, panique au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay pense assez largement que la politique étrangère de Macron, c'est un peu du n'importe quoi. Je ne discute pas des objectifs, mais dans la manière dont elle est conduite, sans aucun professionnalisme. L'histoire de la constitution d'une force internationale à Gaza, les zigzags face à Poutine, etc., etc. La débâcle au Sahel. Donc, Emmanuel Macron a certainement été encore plus mauvais en politique étrangère que Nicolas Sarkozy, et ça n'est pas peu dire. Et je ne dis pas ça, bon, il se trouve que ce sont deux présidents de la République de droite qui ont été particulièrement catastrophiques en la matière. Ça n'exonère pas les autres, mais François Hollande, en matière de politique étrangère, a été plus que décent et beaucoup plus réaliste. François Mitterrand a été certainement un très grand artiste de la politique étrangère, mais le fait d'être un très grand artiste n'épargne pas certaines erreurs tragiques, comme par exemple le soutien Hutu Power au Rwanda avec un génocide à la clé. Donc c'est pas une question partisane, c'est une question de professionnalisme. Aujourd'hui, les diplomates se demandent ce qu'ils font si demain Thierry Mariani est ministre des Affaires étrangères. Thierry Mariani, qui est pour le moins idéologiquement aligné sur la Russie de Poutine. Alors, dans tes livres ou dans tes articles, il y a un personnage qui revient souvent quand tu évoques Macron, c'est Viktor Orban. Et en fait, ma question est d'une grande naïveté, mais Macron a raté ce qu'Orban a réussi finalement. Comment on peut l'expliquer ça ? Est-ce que c'est lié à la nature de l'homme ou est-ce que c'est lié au pays ? La Hongrie n'est pas la France. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui, tous ces gens qui te moquaient en disant « non mais t'exagères », on voit aujourd'hui que cette comparaison est justifiée. Mais en fait, Orban est toujours au pouvoir, aux élections, même si il baisse un peu, il reste très très populaire en Hongrie. Il met en place une politique répressive à tous les niveaux, ce qu'a essayé de faire Macron, mais Macron n'y est pas parvenu. Il n'a pas réussi à manger l'extrême droite comme l'autre. La comparaison de Macron avec Orban, elle me paraît justifiée politiquement, historiquement, parce que les deux hommes viennent plus du centre-gauche éventuellement. Orban n'est absolument pas un personnage d'extrême droite. Orban est un homme qui, soit par conviction, soit par calcul électoral, a considéré que pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite, donc le Fidesz, au pouvoir en Hongrie, il convenait d'appliquer sa politique, ou en tout cas une partie de sa politique, notamment à l'encontre de l'immigration. Et puis, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire que par glissement progressif, Orban s'est de plus en plus aligné sur les positions du Fidesz, notamment en matière d'immigration, mais pas seulement. Macron a fait exactement le même calcul. C'est-à-dire que d'une part, il a systématiquement détruit les partis de gauche et de droite républicains et gouvernementaux, donc les LR et le Parti socialiste. Et je dois dire d'ailleurs au passage que, de ce point de vue, Macron a eu à l'encontre des LR exactement la même politique que Marine Le Pen. C'est-à-dire que les deux, au moins, sont d'accord sur un objectif, détruire le Parti républicain. Et ils y sont assez bien parvenus, si l'on en juge par ces derniers jours. Donc, Macron a eu cette stratégie. Et puis, deuxième élément de la stratégie, c'est effectivement de s'approprier des pans entiers du programme du Rassemblement national, en particulier dans le domaine de la lutte contre l'immigration, mais également dans le domaine de l'imaginaire politique. Tu y faisais allusion tout à l'heure. Macron s'est de plus en plus reconnu dans le roman national tel qu'a pu le véhiculer la droite,
la droite conservatrice, maurassienne, voire la droite collaborationniste. Et l'on sait bien que Macron, par exemple, a rabroué Élisabeth Borne quand celle-ci avait blâmé l'héritage de Pétain, et Macron l'avait remise à sa place en Conseil des ministres. Macron s'est approprié une bonne part du vocabulaire de l'extrême droite, flirtant avec la thèse du grand remplacement, parlant d'ensauvagement, de décivilisation, etc., qui sont des... Accueillant Zemmour, faisant accueillant Zemmour, s'enquérant de sa santé, etc., etc. Et donc, Macron, progressivement, par glissements successifs, et peut-être sans s'en apercevoir, parce que il ne lit pas suffisamment de livres de sociologie historique et comparée du politique, Macron s'est retrouvé dans la même position qu'Orban, mais c'est encore plus pitoyable, dans une position de loser. Il a adopté cette stratégie, il a perdu. C'était le sens de ma question, parce que quand Orban arrive au pouvoir en Hongrie, il a une extrême droite qui est puissante et qui existait déjà. Et avec les mêmes méthodes que Macron, il va réussir à complètement l'écraser, quoi. Ce que Macron ne parvient pas à faire. Est-ce que c'est parce que en France l'extrême droite est différente et a su mieux manœuvrer, ou est-ce que qu'est-ce qui se passe entre les deux quand tu les compares? Disons que en Hongrie, il y a vraiment plus besoin d'être d'extrême droite, parce que Orban fait vraiment bien le boulot. Et il le fait dans une société historique qui, en effet, est différente de la société française. Tu y faisais allusion à l'instant. On ne va pas refaire l'histoire de la Hongrie, mais la Hongrie est obsédée par le traité de Trianon, qu'il a amputé d'une bonne part de son territoire. Et ça, il y a une espèce de capital symbolique qui est très propice à l'affirmation de régimes d'extrême droite. Et de ce point de vue, Orban s'inscrit dans la lignée du régime fascisant de l'amiral Horthy entre les deux guerres. Bon. Il y a également la proximité avec la Russie, qui est une proximité très ambiguë, parce que la Russie, c'est quand même l'écrasement du soulèvement de 1956 contre l'occupation soviétique. Mais de quel côté M. Orban aurait-il été s'il avait eu l'âge requis en 1956? On n'en sait trop rien. Et puis, il y a également une imbrication économique entre la Hongrie et la Russie de Poutine qui rend des choses très différentes de ce que nous voyons en France. Bon, et par ailleurs, en France, grâce au ciel, il y a quand même malheureusement, je ne suis pas certain que le terme de système immunitaire fonctionne encore bien, ou en tout cas, il est sérieusement délabré, le système immunitaire républicain en France, mais il y a quand même des garde-fous, une indépendance de la magistrature, qui a peut-être plus de ressources institutionnelles qu'en Hongrie, un système universitaire qui vaille que vaille, en dépit des attaques idéologiques menées à son encontre, tant par l'extrême droite que par Emmanuel Macron et ses séides contre le wokisme, etc. L'université tient quand même bon, ce qui ne veut pas dire que tous les universitaires sont de gauche, mais ils essayent quand même de faire leur travail avec honnêteté, dans l'indépendance qui sied à l'université. Il y a un système économique qui est quand même beaucoup plus complexe. Alors, évidemment, il y a de grands groupes, dont certains jouent un rôle politique pour le moins trouble, comme l'Empire Bolloré dans le domaine des médias et de plus en plus dans l'édition, parce qu'il y a main basse sur l'édition maintenant. On a suivi l'épisode, la saga Fayard, mais il reste quand même un secteur privé qui est très réticent. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que le MEDEF, les différents syndicats patronaux mettent en garde contre l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Donc il y a comme on dit un peu rapidement, une société civile, mais alors vraiment au sens philosophique du terme, c'est-à-dire non pas l'autre de l'État, mais la société dans son rapport à l'État. On voit que la société civile en France est plus structurée qu'elle ne l'est en Hongrie. D'abord parce que l'histoire récente des deux pays, en dehors de leur historicité propre de longue durée, elle est quand même très différente. La France n'a pas connu l'occupation soviétique et un socialisme d'État qui a complètement déstructuré la société, les forces religieuses, les forces économiques, etc. Donc le passé, évidemment, de la société française la rend plus résistante à l'encontre de l'extrême droite. Et Macron s'est trouvé un peu pris dans une espèce d'effet de ciseau que n'a pas connu Orban. D'un côté, il a donné des gages
à l'extrême droite, mais d'un autre côté, une part de l'électorat ne s'est pas reconnu dans son positionnement. Et ça, je voudrais revenir à une chronique que j'avais écrite entre les deux tours en 2017, donc première élection de Macron. Moi, personnellement, je n'ai pas voté Macron, j'ai voté contre Le Pen. Donc, évidemment, ça passait par un vote Macron au second tour, mais je ne me faisais aucune illusion sur, d'une part, le personnage et d'autre part, son positionnement politique. Et la première chronique que j'écrivais relevait que Macron n'avait pas dans le pays la majorité de son projet politique. Et que déjà à l'époque, par exemple, il y avait un vote souverainiste qui rendait très minoritaire sa politique pro-européenne. C'est donc pourquoi je voterai Macron par défaut, mais sans état d'âme. 2 mai 2017. Ce qu'il faut dire sur ce livre, c'est que donc il y a une grande introduction, une préface, etc. originale, enfin même si elle était parue, je crois, sur le site AOC. Et ensuite, on chemine avec toi de l'élection de Macron à aujourd'hui, quoi. Enfin, je viens de lire aussi la chronique que tu vas publier dans Goliath et sur Blas, j'espère, au moment où on sortira ce papier. Oui, je la partage volontiers. Tu appelles ça, on en parlera après, mais Manu Macron-Orban mise en échec. Donc c'est un jeu de mots sur Manuel Valls, Orban et Macron. Absolument. Donc ça rejoint la conversation qu'on vient d'avoir. Et c'est vrai que, alors tu dis que tu es sans illusion, mais jamais quand tu votes Macron en 2017, tu t'imagines le désastre que ça va être. Enfin, je veux dire, tu avais perçu chez le personnage, compte tenu de son histoire, la potentialité dangereuse qu'on voit aujourd'hui. Son inconsistance politique. Son inconsistance politique, le remake de l'homme providentiel. Bon, n'est pas De Gaulle qui veut. Et les circonstances historiques sur lesquelles De Gaulle a su surfer étaient quand même tout à fait exceptionnelles. Mais il y a toujours ce penchant pour des hommes providentiels en France qui incarneraient l'extrême centre, hérité de Thermidor. Donc, ça a été Bonaparte. Bonaparte, qui est quand même, alors il était peut-être génial, mais il a quand même organisé un désastre génial à l'échelle de l'Europe. Mais c'est quand même un désastre. Le bilan humain de Napoléon Ier est quand même tout à fait effrayant. Ensuite, son neveu, qui deviendra Napoléon III, le général Boulanger. Enfin, il y a toujours le maréchal Pétain. Donc, la France aime les hommes exceptionnels. Macron, c'était un enfant exceptionnel, si on peut dire. C'est-à-dire que son narcissisme m'a sauté aux yeux. Peut-être parce qu'on sortait déjà, enfin, on ne sortait pas, on avait eu 5 ans auparavant, déjà un quinquennat très narcissique avec Sarkozy. Oui. Donc des présidents immatures. Et la mise en scène grotesque du Louvre montrait de quoi le personnage Macron était capable. Après, il ne nous a jamais déçus, jusqu'à cette représentation théâtrale de Pierre et le Loup à l'Élysée en décembre, je crois que c'était dès son premier Noël, en décembre 2017, pour les enfants du personnel, les pauvres, qu'est-ce qu'on leur a pas fait souffrir. Ça relève, à mon avis, plutôt de la maltraitance théâtrale, comme s'il se prenait pour Louis XIV, qui se mettait en scène sur des pièces de Molière. Mais qui apparemment était quand même un meilleur danseur que Macron. Donc, l'inanité du personnage m'est apparue très vite, et notamment le côté dangereux de cette inanité, parce qu'un président qui se pose en quelque sorte en pentecôtiste, il annonce les temps nouveaux. Là, moi, personnellement, peut-être parce que je suis un être profondément religieux, je me méfie comme de la peste de ce genre de positionnement. Ces clins d'œil appuyés à l'imaginaire national de droite par lesquels il avait inauguré sa pré-campagne électorale pendant l'été 2016. Sa visite au Puy du Fou, ses hommages à la pucelle d'Orléans, ses déclarations absolument insensées sur le
le deuil que nous n'aurions jamais su faire du roi dont nous avions coupé la tête. Il y avait quand même déjà des signes idéologiques extrêmement préoccupants. Alors à l'époque, on se Son hommage à Pétain. Et puis alors, mais alors ça, sauf erreur de ma part, c'est un peu après. Ouais. Mais tu chutes cette partie où tu dis que tu as voté Macron par cette phrase qui est déjà aussi un peu prémonitoire. D'ailleurs, quand on lit le bouquin, il y a les ferments de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tu dis, reste à éliminer sa seconde candidate, c'était Marine Le Pen, et le plus largement possible pour des raisons de salubrité publique. À bon entendeur, salut, c'est ta chute. Mais il a complètement raté. Complètement, oui. Et alors, t'enchaînes le 28 août 2018 sur Jupiter et l'Aquarius. Et tu rappelles, est-ce que tu peux nous remémorer? On est à Brégançon. Alors, l'Aquarius, c'est donc ce bateau chargé de migrants sauvés en mer, donc un bateau sauveteur de migrants en détresse. Je rappelle que c'est le droit de la mer le plus élémentaire. Je ne parle même pas de l'exigence philosophique ou religieuse, mais quand on est en mer, on a un impératif moral, c'est de sauver les gens en détresse. Et l'Italie donc refuse à l'Aquarius chargé de migrants l'arrivée dans un port, donc en droit international, un port sûr le plus proche. L'Italie donc viole allègrement le droit de la mer et le droit international. Et là, tout le monde se passe l'immigrant chaud, la patate chaude. Bon. Les Espagnols n'en veulent pas. Le Gibraltar, l'Aquarius est immatriculé à Gibraltar. Son pavillon est anglais, pavillon gibraltarien. Apparemment, il y a un pavillon Gibraltar. Gibraltar retire à l'Aquarius son pavillon. C'est quand même incroyable quand on y pense. En termes de crimes contre l'humanité, et j'espère qu'un jour tous ces gens se retrouveront devant la Cour internationale de justice ou devant le CPI, devant la CPI. Et donc Macron est à Brégançon en vacances. Il a le droit d'être en vacances. Et il va gérer cette histoire comme un banquier d'affaires au téléphone, sur le téléphone portable. Donc, il va appeler différents gouvernements en disant « mais quand même, on en prend chacun un quota ». Il va marchander. Il va dealer sur son téléphone portable, de meeting en meeting téléphonique. Bon. Et puis, finalement, sous la pression notamment de l'opinion, des ports français se disent prêts à accueillir le bateau, mais ils ne peuvent pas le faire sans l'autorisation du pouvoir exécutif. Finalement, Macron accepte que l'Aquarius rejoigne le port militaire de Toulon. Et là, je suis navré, je suis peut-être un petit peu violent, mais encore une fois, je pense que ces termes paraîtront très modérés et prémonitoires, soit devant la CPI, soit devant la Cour internationale de justice. Bon. Là, l'ignominie du personnage apparaît en plein soleil de Brégançon. Cette gestion au téléphone, lui qui sait, avec un vrai courage physique, se porter au-devant de manifestants, par exemple, devant les ouvriers de Goodyear qui étaient en grève sauvage, etc. Il est pendant la campagne électorale. On ne peut pas lui nier un certain courage physique et une certaine prise de risque. On conteste pas en termes d'image. Lui ne fait pas le geste qui s'imposait, c'était d'aller voir des Visou, il en avait pour une demi-heure de voiture, d'accueillir les migrants. Et avec une vraie parole politique. Et éventuellement recadrant politiquement la chose, en disant, bon, on a un problème d'immigration, on ne peut pas... mais il y a des situations dans lesquelles exactement ce qu'a su faire Angela Merkel au moment de l'afflût de réfugiés syriens. Il y a des moments où il faut quand même revenir aux fondamentaux philosophiques de l'action politique et de la cité politique. Surtout que c'eût été indépendamment de l'humanité ou de la non-humanité, c'eût été un bon calcul politique, parce qu'en ayant cette parole-là, il rattrapait un peu
la gauche ou les humanistes qui auraient dit d'une finalement ce certaine type a une humanité. C'est que, évidemment, moi je ne me faisais aucune illusion sur la politique économique de Macron. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi répressif et aussi attentatoire aux libertés publiques. Et je pensais que sur le sociétal, comme on dit maintenant, sur des réformes de mœurs, etc., y compris d'ailleurs à l'égard de la banlieue, il aurait un positionnement plus ouvert. Naïvement, j'ai cru qu'au fond, il pourrait peut-être être ce qui n'existe au fond, il ne peut peut-être pas exister en France, un vrai libéral. C'est-à-dire quand tu lis The Economist en Angleterre, bon, la lecture peut être amère si tu es quelqu'un de gauche, socialiste, etc., parce qu'effectivement, on est dans le libéralisme économique le plus débridé, mais au moins, les libéraux anglais sont les vrais libéraux, je ne parle pas des conservateurs, les vrais libéraux anglais sont relativement cohérents avec eux-mêmes, et ils sont pour la dépénalisation du cannabis, ils sont pour une politique migratoire ouverte, etc. Bon. Et Macron, en bon atlantiste, au fond, ou atlantique, il aurait pu occuper ce positionnement. Et c'est un peu ce qui nous avait fait miroiter dans sa campagne électorale. Oui. Et bien entendu, pour moi en tout cas, l'épisode de l'Aquarius a définitivement classé le personnage. Alors peut-être que j'ai je sais pas, une peau particulièrement sensible et particulièrement allergique à toute politique attentatoire des droits des migrants et en termes d'exil, enfin de réfugiés politiques, etc. Mais pour moi, c'est véritablement avec la question des libertés publiques, et d'ailleurs les deux choses sont naturellement absolument indissociables, pour moi, c'est vraiment la ligne de partage des eaux. Hein. Et d'un côté, vous pouvez avoir des gens, quand je dis vous, c'est au sens général du terme, vous pouvez avoir des gens de droite, bon, François Sureau, proche d'Emmanuel Macron, il est très engagé dans la défense des migrants, il est très engagé pour la défense de la liberté, donc vous pouvez avoir Jacques Toubon, que ma génération a quand même pris avec une certaine injustice pour un sale facho, a quand même été un défenseur des droits absolument remarquable et véritablement l'honneur de la République française, précisément d'ailleurs parce qu'il venait de droite. Bon, donc c'est pas une question d'opinion politique, hein, mais la question de l'immigration, et c'est au moins un point d'accord que j'ai avec Madame Le Pen, c'est véritablement l'axe central, c'est la ligne de partage des eaux. Et moi, personnellement, je ne me reconnaîtrai naturellement jamais dans le Front National, le ravaudé en Rassemblement National, ou dans des éléments des Républicains qui piétinent ces droits fondamentaux, tant sur le plan des libertés publiques que sur ceux des droits de l'homme, par exemple des migrants. C'est intéressant parce qu'en cheminant dans le livre, on brosse sans doute un portrait, on se remémore avec toi de qui est Macron. Et t'as sans doute pour les gens, parce qu'il y a des gens très jeunes qui regardent aussi ces émissions qu'on fait sur Blast de plus en plus, et ils perçoivent sans doute pas, ils ont peut-être pas le souvenir de tout ce qui s'est passé, quoi. Et donc il y a un épisode que tu racontes juste après dans ton livre, c'est Benalla, parce que Benalla aussi c'est une sorte de déni d'État qui est quand même assez hallucinant, quoi. C'est hallucinant effectivement sur le plan des principes politiques et de l'organisation de l'État, et d'autre part sur du point de vue de l'immaturité de ce président. Donc Macron recrute ce jeune homme, Benalla. Et puis, là où les choses deviennent absolument incroyables, c'est que Benalla, qui n'a absolument... Alors, c'est certainement personnellement, je n'ai pas l'heure de le connaître, donc je ne peux pas porter de jugement sur sa personnalité, mais c'est certainement un homme intelligent, entreprenant, enfin, sinon il n'aurait pas eu la carrière, ou en tout cas le début de carrière qu'il a eu. Donc, il a certainement des qualités personnelles qui séduisent celui qui est devenu président de la République. Mais là, Macron, effectivement, perd tout sens de l'État, puisqu'il va intégrer Benalla à l'appareil
de sécurité de la présidence de la République, et que Benalla va de plus en plus affirmer son autorité, ou en tout cas son pouvoir, y compris par rapport à des gens qui sont des professionnels et des institutionnels de la sécurité. Et jusqu'à cet épisode, effectivement hallucinant, d'un Benalla, on ne sait quoi à la présidence de la République, qui a envie de castagner, parce qu'il s'agit de ça, au fond. Donc il a envie de participer à la répression, ou en tout cas à l'encadrement policier, on sait ce que ça veut dire sous la Ve République, d'une manifestation. Donc il téléphone comme ça à quelques copains flics, qui n'osent pas lui dire non, parce qu'il vient de la présidence de la République, donc on lui passe un casque, une matraque, et puis à un moment donné, enfin à plusieurs moments donnés, dans le Jardin des Plantes et ensuite place de la Contrescarpe, Benalla se lâche et tabasse des manifestants. Et là, il y a une mécanique qui s'installe où Macron va rentrer dans un mensonge, il y a une sorte de voile de manipulation et de déni qui montre que ce Benalla était beaucoup plus qu'un garde du corps, en quelque sorte. Vraisemblablement. Bon, encore une fois, je ne suis pas journaliste. Je ne veux pas dire de choses sur sa vie privée en disant ça. Bien sûr. Mais quand je dis beaucoup plus, c'est qu'il avait un réel pouvoir, quoi. Ah, je pense qu'il avait un réel pouvoir, notamment parce qu'il était sans doute l'homme le plus proche à la fois physiquement, de Macron et de Brigitte Macron, puisqu'il était vraiment le monsieur qui était près du président de la République et de son épouse quand ils étaient ensemble, y compris dans des séjours privés. Et ce qui, encore une fois, il est tout à fait normal que dans des déplacements privés, le président de la République et son épouse aient un garde du corps. On a vu comment, par exemple, je ne sais plus quel proche membre de la famille de Madame Macron s'est fait agresser physiquement en Picardie. Donc, il y a un vrai risque d'agression physique. Il est tout à fait normal que la République protège les détenteurs de l'autorité. Mais là où, évidemment, ça ne va pas du tout, c'est quand cette fonction nécessaire de protection du chef de l'État est assurée par un personnage qui n'en a pas la compétence professionnelle. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, tout semble donner à penser que, mais je ne suis pas un journaliste d'investigation, que Benalla avait une influence allant au-delà de simples questions de sécurité, de proximité. Ce qui d'ailleurs a donné lieu à une enquête sénatoriale qui a été absolument accablante pour le fonctionnement de la présidence de la République sous l'autorité d'Emmanuel Macron, et ce qui a donné lieu à cette scène hallucinante de Macron à la Maison de l'Amérique latine disant qu'ils viennent me chercher, comme un voyou de banlieue. Bon. Et c'est exactement la scène qu'il reconstitue le soir du résultat des élections européennes. Bardella, je veux dire, la valeur n'attend pas le nombre des années, comme disait notre ami Pierre Corneille, mais bon, quand même, c'est un très jeune homme. Bon, un très jeune homme dont on peut un peu se demander quelle est la compétence qu'il prédestinerait à Matignon. Enfin, passons. Donc, un jeune homme, M. Bardella, gagne des élections européennes, grand bien nous en fasse, très bien, ce sont des élections européennes. Le président de la République, et M. Bardella somme le président de la République de dissoudre le Parlement, alors que le Parlement, enfin pas le Parlement, mais l'Assemblée nationale, alors que l'Assemblée nationale française n'a rien à voir avec des élections européennes. Bien sûr, il y avait un résultat qui n'était pas flatteur pour le président de la République, c'était clairement un signal d'envergure nationale, mais institutionnellement, ce sont deux choses complètement différentes. Et Macron, exactement comme à la Maison de l'Amérique latine quelques années auparavant, qui viennent me chercher, il dit à Bardella, au fond, rendez-vous à la sortie de l'école. Je dissous, rendez-vous à la sortie de l'école. Et c'est un comportement de gamin. Non, mais c'est d'autant plus vrai que maintenant on sait qu'au Rassemblement national, on s'y attendait, mais absolument pas, parce que là, ils sont très emmerdés
pour trouver des candidats. Déjà qu'ils ont beaucoup de mal avec leurs candidats parce qu'ils ont des centaines de planches pourries dans les candidats qui présentent des types avec des passés de délinquants. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, il leur en faut, je ne sais plus combien il y a de députés, 480. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Et ils ne les ont pas, quoi. Donc là, en ce moment, ils sont en train de ramer parce que... C'est sans doute un des petits calculs politiciens de Macron. Il a dû se dire, je vais prendre tout le monde de court. Mais y compris lui-même, parce que... Oui, mais ça, à mon avis, il ne l'a pas vu. Ou il n'a pas voulu le voir. Mais il s'est dit, bon, très bien, le Rassemblement national va avoir ses éternels problèmes de candidats. Que le Rassemblement national a toujours eu de la peine à trouver un nombre suffisant de candidats montrables et un minimum crédible. Je dis pas, enfin, des gens qui tiennent plus ou moins la route. Bon, et puis naturellement, il s'est frotté les mains en se disant je vais coincer les partis de gauche parce qu'ils sont pas d'accord entre eux. Financièrement, ils vont avoir beaucoup de difficultés à mener une nouvelle campagne électorale parce qu'il y a quand même toute une économie politique des élections. Organiser des élections, ça coûte très cher, même s'il y a un soutien de l'État. Donc Macron s'est dit, nous financièrement, on s'en tirera toujours parce que derrière, il y a, comme le redit Georges Marchais, le grand capital. Donc, on s'en tirera. Les socialistes, la France insoumise, les écologistes, ils vont être coincés par leur division et par leur manque de moyens financiers. Mais effectivement, ce que Macron n'a sans doute pas vu, parce qu'encore une fois, ces décisions semblent avoir été prises dans un tout petit cénacle sur le mode caméral, sur le mode du gouvernement par conseil, conseil de défense, McKinsey, etc. Donc, Macron s'est laissé sans doute porter à la fois par son ego surdimensionné, qui est apparu quand même une nouvelle fois, mais avec une espèce de passage à vide, dans sa conférence de presse d'hier, où on a l'impression d'une espèce de coupé-collé, en disant « Zut, je me suis trompé de podcast ». C'est un côté assez angoissant et pathétique. Bon. Oui. Donc il s'est fait piéger par son ego. Je suis le meilleur, d'un coup de baguette magique, et puis par des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs. C'est ce petit groupe autour de lui qui lui a vendu cette idée insensée. Alors c'est vrai, quand on remonte le chemin de ces années-là, le début de son premier quinquennat, on tombe sur Benalla, mais jusqu'à Benalla, je veux dire, il a encore un peu de crédit, quoi. C'est comme un jeu vidéo où le personnage a des unités de vie. Alors, où ça va commencer, en tout cas pour tous les gens qui sont un peu à gauche, un peu du centre, ou qui ont un peu d'humanité, on va dire, c'est le traitement des gilets jaunes. Oui. C'est-à-dire que précédemment à Macron, il y a eu Sarkozy, il y a eu Hollande, il y a eu Villepin comme Premier ministre, il y a eu de grosses manifestations, et toujours, plutôt que d'exercer une violence d'État, d'envoyer la police massacrer les manifestants, ces hommes politiques-là, y compris Sarkozy, qui ont un peu le sens de l'État et du peuple, reculent et disent, on retire notre loi. Macron, pas du tout. Macron, il va y aller à fond. Et il y a des moments, d'ailleurs, on s'en souvient en te lisant, où ça bascule, où il a vraiment peur, il est réfugié à l'Élysée, fin de l'année 2018, où le pouvoir vacille, quoi, le tractopelle qui rentre. L'épisode du Puy-en-Velay, où Macron va au Puy-en-Velay, à la préfecture, il doit être exfiltré en catastrophe, et où il a failli être lynché. Alors, ce qui est intéressant dans les Gilets jaunes, si je puis dire, c'est que Macron paye le prix d'un positionnement politique qu'il a complètement assumé, qui est cette espèce de positionnement jupitérien, de démocratie directe de type plébiscitaire, et très hostile aux corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est l'ancien temps, c'est le système, etc. Moi, je suis un homme nouveau, j'apporte la rédemption, son côté donc pentecôtiste, quoi, de la politique. Très hostile à tout ce qui est l'ancien monde, les médiations, et donc Macron va systématiquement détruire, enfin pas détruire, mais
contourner et affaiblir les corps intermédiaires, les collectivités locales, d'où d'ailleurs la réforme de la taxe d'habitation. Donc il va recentraliser la ressource fiscale autour de l'État et affaiblir les municipalités. Et bien entendu, toutes les forces sociales. Donc il va... Et c'était son mantra, il le disait explicitement, affaiblir et contourner les corps intermédiaires. Et quand il y a une crise de ce genre, il y a plus d'amortisseur. Et la présidence de la République reçoit en plein visage un mécontentement qu'elle a très largement alimenté par les politiques conduites et attisé par un style particulièrement arrogant et méprisant. Il n'y a aucune digue, il n'y a aucun édredon qui amortit le choc, aucun airbag qui amortit le choc. Ce qui est très intéressant, toujours du point de vue de la sociologie historique du politique, c'est de voir l'autonomie, les logiques intrinsèques de l'imaginaire national. Macron, en 2016, on le disait tout à l'heure, a parlé du roi dont la France n'a jamais fait son deuil. Il a adopté ces espèces de positionnements monarchiques, Pierre et le Loup, la représentation théâtrale, le Puy du Fou, Jeanne d'Arc, etc. Et il a réveillé un imaginaire historique qui est toujours très présent en France, qui est celui de la Révolution française, et dont il n'a pas le propre. Tous les Français sont porteurs de cet imaginaire. Alors c'est la Révolution française, mais c'est également l'ensemble du 19e siècle. C'est aussi bien présent chez des jeunes réalisateurs qui vont, par exemple, réveiller Les Misérables, pour parler des banlieues. Donc nous sommes tous dans cet imaginaire. Mélenchon est à fond dans cet imaginaire. Pour lui, mais Mélenchon, c'est la révolution, la grande révolution française, et d'une certaine manière, il est dans le rôle d'un révolutionnaire. Évidemment, il n'a pas de la Révolution française la même lecture que Macron. Donc Macron va réveiller, peut-être par inculture politique et pas par maladresse politique, cet imaginaire. Et la colère sociale va lui renvoyer cet imaginaire, les fameuses guillotines au milieu des ronds-points, et puis ce torrent de boue répugnant sur la personnalité de Brigitte Macron, qui, à son corps défendant, va se retrouver dans la position de Marie-Antoinette. Vous vous souvenez que Marie-Antoinette avait été traînée dans la boue, l'autrichienne, la prostituée, l'incestueuse, etc. Brigitte Macron va en prendre également pour son grade, de la même manière scandaleuse, ignominieuse. Et donc là, on voit effectivement une espèce de mise en scène qui va se figer et dont Macron ne sortira plus. C'est-à-dire que Macron, à intervalles réguliers, va dire « mais j'ai compris mes erreurs ». Et alors là, je suis venu quand même avec des antisèches, parce qu'on ne peut pas tout apprendre par cœur, mais là où on voit qu'il reste complètement prisonnier de cet imaginaire et de son style, dans le livre dont tu avais eu la gentillesse de rendre compte, L'énergie de l'État, je parle du style de la domination. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés politiques, il y a un style, et chaque acteur politique est porteur d'un style de domination particulier. Macron, c'est, pour reprendre le terme courant, c'est son arrogance. Mais alors, c'est pas simplement l'arrogance de Macron, c'est quand même l'arrogance de son entourage le plus proche, et là, en l'occurrence, de François Patriat, qui est vraiment... le sénateur socialiste. Sénateur, oui, mais qui est le macroniste de la première heure, et il fait vraiment partie des gens qui ont porté bébé Macron au pouvoir. Voilà ce que François Patriat dit dans le sillage de la dissolution de l'Assemblée nationale, donc il y a quelques jours. Le président est gaullien. Si les gens ne l'apprécient pas, c'est parce qu'ils sont gris et n'aiment pas ce qui est brillant. Voilà. J'ai pas vu ça. Voilà ce que dit aujourd'hui le macroniste de la première heure, François Patriat. Donc on voit là une espèce de scène politique qui s'est figée, avec un président qui s'est enfermé et que l'on a enfermé dans son arrogance de premier de cordée,
Et on voit le désastre électoral que peut provoquer ce genre de déclaration, notamment sur des gens qui ont voté Rassemblement national. C'est vraiment la caricature du pouvoir macronien dans son arrogance, mais la grande scène primitive de tout cela, ça a été les Gilets jaunes. J'aimerais qu'on dise un mot, que tu dises un mot sur un milieu que tu connais bien, c'est l'université, la recherche et comment dire, ce que la Macronie a fait, a saboté le rapport à la recherche, alors que lui se targue d'être quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui aide l'université, etc. Et je pense que plus personne ne prend véritablement au sérieux les états de service philosophiques de Macron, notamment auprès de Paul Ricoeur. Mon collègue François Dosset, qui a beaucoup fait dans la campagne de 2017 pour confirmer ou adouber philosophiquement Emmanuel Macron, s'en est mordu les doigts, notamment lors de l'épisode de l'Aquarius, où il a dit jamais, que Ricoeur doit se retourner dans sa tombe. Donc je pense que l'aura philosophique ou universitaire de Macron, aujourd'hui, plus personne n'y croit. Mais en effet, il y a toute une partie dans ce recueil de chroniques qui est consacrée à l'attaque en règle que Macron a menée contre l'université au sens large du terme, université, mais également CNRS, recherche fondamentale. Alors, le fond du problème, c'est un problème de politique néolibérale. Macron, tout comme Sarkozy, a mis en œuvre une politique d'érosion, voire de destruction ou d'étouffement de la recherche fondamentale en la privatisant, et de l'enseignement supérieur en le confiant ou en le faisant glisser progressivement, au moins pour sa partie d'excellence, vers le secteur privé. Le crédit impôt recherche, il est au service exclusif de l'innovation et il ne retombe absolument pas dans les caisses de l'université ou du CNRS, ce qui veut dire que la recherche fondamentale est asséchée progressivement en termes de financement. Le deuxième scandale du crédit impôt recherche, c'est qu'il est très largement dévoyé par les entreprises qui, en réalité, en ont fait un instrument d'optimisation fiscale et ne donnent pas un sou, pas même à l'innovation. Et au fond, l'incapacité de la France, grande puissance de vaccination, à inventer un vaccin contre la Covid-19, a été l'aveu d'échec de cette politique. Et tu chroniques aussi toute la période du virus, etc., où c'est dévastateur. Alors, ça c'est un premier point. En tant que néolibéral, dans la continuité de Sarkozy, et d'une certaine manière, même si celui-ci avait cherché un peu à tempérer les choses de François Hollande et de Claude Allègre à l'époque du gouvernement Jospin, vous avez une politique publique qui est hostile à la recherche fondamentale, alors que tout le monde se gargarise de mots en disant c'est l'avenir de la France. Bon. Concrètement, cela fait 20 ou 30 ans que la France désinvestit massivement la recherche fondamentale. C'est pas la recherche fondamentale, c'est pas forcément un truc de gauche. Le général de Gaulle a massivement, d'abord, il a fondé les institutions de la recherche fondamentale en France au moment de la Libération, et il a largement financé la recherche fondamentale lorsqu'il était président de la République. Donc, la recherche fondamentale, c'est pas un truc de gauche, contrairement à ce que nous fait croire aujourd'hui la droite et l'extrême droite. Et puis, il y a un autre aspect, alors encore plus préoccupant du point de vue qui nous réunit aujourd'hui, c'est que Macron, avec son penchant vers l'imaginaire de droite, voire d'extrême droite, qu'il a manifesté à plusieurs reprises depuis qu'il est entré en politique explicite en 2016, Macron s'est rallié aux thèses identitaristes de la nouvelle droite, que la nouvelle droite d'Alain de Benoît a instillé depuis les années 1970. La nouvelle droite d'Alain de Benoît, et notamment le Grèce, dans les années 1970, en disant il faut bâtir une hégémonie culturelle, et le pouvoir politique découlera de notre hégémonie culturelle. Et c'est ce qu'a fait la nouvelle droite depuis les années 1970, en distillant dans le paysage politique les thématiques identitaires et sécuritaires.
le grand remplacement, l'identité française, etc., etc. Et progressivement, on a vu la droite, bien entendu, la lutte contre l'immigration, et progressivement, on a vu la droite de gouvernement adhérer à cet imaginaire et à ces thématiques, et puis une bonne part de la gauche socialiste le faire à son tour, avec le notamment printemps républicain, le printemps républicain, Manuel Valls, et progressivement, ces thématiques sont devenues monopolistiques dans le champ politique. Et Macron, en 2020, préparant sa réélection en 2022, achète le kit, si je puis m'exprimer ainsi, notamment parce qu'il a complètement tourné le dos à cette espèce de tour de prestigitation à la fois droite-gauche, etc. Il a fondamentalement renoncé au « en même temps », et il a compris, dans son œuvre de destruction de la droite républicaine, qu'il devait, en quelque sorte, coopter Nicolas Sarkozy, faire alliance avec Nicolas Sarkozy, dissocier celui-ci des Républicains. Et Sarkozy, au fond, avait au moins 2 raisons de se prêter à la manœuvre. La première, c'est que naturellement, il avait été blessé par oui, mais également parce que Sarkozy était arrivé en 3e position aux primaires républicaines en 2016, si mes souvenirs sont bons. Et puis deuxièmement, évidemment, Sarkozy a besoin d'un minimum dans la mesure du possible, d'un minimum de protection politique dans les contentieux judiciaires dans lesquels il s'est empêtré du fait de son comportement, notamment financier. Alors évidemment, il y a une indépendance de la justice, mais enfin, quand même, d'avoir un président de la République et un ministre de la Justice qui fait traîner les choses dans la mesure du possible, ça peut toujours être utile. Et puis également, il y a sans doute Sarkozy et Macron se partagent sans doute une inimitié commune à l'encontre de François Hollande. Donc, l'ennemi, le pauvre etc. François Hollande, il est tellement à la rue en ce moment. Bien sûr, mais enfin, je pense que les 2 hommes, lorsqu'ils boivent une limonade ensemble, doivent être tout à fait contents de casser du sucre. Et là, Macron lance une campagne que je qualifie explicitement en référence à Mao Tse-tung, une campagne de rectification idéologique. C'est-à-dire qu'il lâche Castex, Blanquer et Vidal contre le wokisme, les théories du genre. Je rappelle que les théories du genre, l'expression a été inventée par le Vatican, par Jean-Paul II. Bon. Les théories du genre, les islamo-gauchistes, je suis navré, tu en as un représentant devant toi, et toute cette engeance. Et donc là, il y a une déferlante à laquelle se prêtent certains de mes collègues, que je ne citerai pas par charité chrétienne, c'est à peu près ce qui me reste de mon éducation catholique. Et là, il y a une grande campagne de rectification idéologique avec ces propos hallucinants, notamment de Frédéric Vidal. Nous en sommes toujours là parce que en mars, je crois que c'est le 12 ou le 13 mars, il faudra vérifier la date, le 12 mars, dans le contexte de l'émotion estudiantine sur ce qui se passe à Gaza, l'amphithéâtre Boutmy, le grand amphithéâtre historique de Sciences Po, est occupé par des étudiants. C'est un classique de la vie universitaire. Et l'amphithéâtre Boutmy, peut-être tous les 5 ans, est occupé par des étudiants qui contestent l'augmentation des droits d'inscription, je ne sais quoi, ça fait partie de la vie, de la sociabilité. Bon. Ces étudiants rebaptisent l'amphithéâtre, comme il avait été rebaptisé de tas de noms les 10 ou 20 dernières années, rebaptisent cet amphithéâtre Gaza. Bon. Aucune dégradation, sans doute une certaine émotion, etc. Et sur les réseaux sociaux commence à circuler une news dont on va s'apercevoir que c'est peut-être pas une fake news, mais que c'est quand même quelque chose d'un peu plus compliqué que cela. Donc, un étudiant aurait interdit l'accès à une étudiante, l'accès à cet amphithéâtre occupé à une étudiante, en disant « ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste ». L'étudiante en question, lorsqu'elle a été interrogée ultérieurement, a dit « moi, je n'ai pas entendu ça. Mais effectivement, je suis pro-israélienne, etc., mais je n'ai pas... » Et là, on a un emballement
dans un contexte assez particulier, parce que exactement au même moment, et sans que c'est aucun rapport avec ces événements, le directeur de Sciences Po, qui a été choisi personnellement par Emmanuel Macron, lorsque Frédéric Mion, son prédécesseur, a dû démissionner à cause de l'affaire Olivier Duhamel, Mathieu Vichra doit lui-même démissionner parce qu'il apprend qu'il est inculpé de violence conjugale à la suite d'une altercation qu'il avait eue avec son épouse dans la rue quelques semaines auparavant. Et là, en plein Conseil de ministres, et on hallucine, le président de la République, sur la base de ce qu'on lui a donné en ayant consulté certains réseaux sociaux, mais sans aucune vérification, sans aucune enquête, etc., parle d'antisémitisme à propos de Sciences Po. Donc en plein Conseil des ministres. Et ces propos sont rapportés. Et donc là, l'occupation, c'était le mardi. Là, on est le mercredi, si mes souvenirs sont bons, 13 mars, Conseil des ministres. L'antisémitisme règne à Sciences Po. Et le soir, il y a un conseil d'administration de Sciences Po, qui est quand même une institution de droit privé, hein, je le rappelle, la Fondation nationale des sciences politiques. Il y a donc un conseil d'administration de Sciences Po, la Fondation nationale des sciences politiques. Le conseil commence ses travaux, présidé par la présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, au milieu de la séance, ou au début de la séance, on passe un mot à la présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, le Premier ministre arrive. Et Gabriel Attal, qui lui-même a fait Sciences Po, arrive, scène complètement surréaliste. Moi j'ai travaillé pendant 30 ou 40 ans sur des régimes autoritaires, en Afrique, en Iran, en Turquie, en Afrique du Nord, etc. Je n'ai jamais vu relater dans quelque journal que ce soit, ou dans quelques livres que ce soit traitant de ces régimes autoritaires, une telle scène. C'est lunaire. Et tous les gens de Sciences Po avec qui vous en discutez, y compris des témoins de la scène, moi je fais pas partie du conseil d'administration, on dit que c'était lunaire. Attal arrive, c'est complètement illégal. Sa présence n'était pas portée sur l'ordre du jour, c'est complètement illégal. Il arrive et il commence à morigéner le conseil d'administration en parlant d'antisémitisme, en menaçant Sciences Po, que si l'antisémitisme continuait à régner à Sciences Po, il couperait les vivres de cette institution, etc., etc. Et il termine par cette phrase absolument extraordinaire. Là aussi, c'est un point d'accord que j'ai avec lui. On peut avoir en République des points d'accord, comme ça, avec ses adversaires politiques. Il termine en disant « Souvenez-vous-en, le poisson pourrit toujours par la tête. » Et je suis entièrement d'accord avec lui. Le poisson pourrit par la tête. Bon. Et ça, c'est lunaire. Bon. Ce qui m'a permis d'écrire une nouvelle chronique sur Mediapart, mais malheureusement, le livre était déjà sous presse, elle ne figure pas dans cette... Sciences Po, université bananière. Après, quand même un dernier mot pour que les auditeurs ou les téléspectateurs ne se trompent pas sur le sens de mes propos. Qu'en est-il de l'antisémitisme à Sciences Po ? On ne peut pas exclure que dans un établissement de plusieurs milliers d'étudiants qu'il y ait eu tel ou tel propos antisémite. Bon, et naturellement, si cela devait être prouvé, documenté, cela supposerait non seulement des procédures disciplinaires, mais des poursuites pénales, parce que l'antisémitisme est effectivement un délit. Bon. Le problème, c'est qu'on a quand même eu une lettre ouverte d'étudiants juifs de Sciences Po qui dit il y a absolument cette occupation de Boutmi est un pur acte de solidarité avec le peuple palestinien. Nous sommes des étudiants juifs, nous avons participé à cette occupation. À aucun moment nous n'avons été inquiétés ou traités de manière inconsidérée, etc. Donc ces accusations d'antisémitisme sont non documentées, repose sur une équation qui est quand même très problématique, antisionisme égale antisémitisme. Et là, il y a une espèce de dégradé. Parce que d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'être antisioniste ? Bon. Est-ce que c'est critiquer la politique d'Israël ? Est-ce que c'est remettre en cause l'État d'Israël ? Être antisioniste, on peut avoir, par exemple, été opposé
à la constitution de l'État israélien. Et puis à partir du moment où c'est devenu un acte international, relevant du droit international, considéré, moi c'est ma position, c'est sans doute pas l'idée la plus intelligente du XXe siècle. Mais bon, maintenant, l'État d'Israël est reconnu, donc l'État d'Israël est légitime. Hein. Mais après, il y a toute la question de l'occupation de la Palestine par Israël, qui, elle, est illégitime en droit international. Bon. Et par ailleurs, on peut être antisioniste, même au sens propre du terme, contre la constitution de l'État d'Israël, sans être antisémite. Et je rappellerai même qu'on peut être antisioniste en étant juif. Le Bund, grand mouvement juif, communiste ou internationaliste, était antisioniste, et quelques grandes figures intellectuelles juives françaises étaient antisionistes, ou le sont, comme Étienne Balibar. Alors, je vais faire une toute petite remarque, et j'ai deux questions, mais à un moment, il faudra qu'on interrompe cette conversation, mais on aurait pu prendre 8 heures comme à Cuba. Je ne suis pas Fidel Castro. Non, mais c'est que nous, à Blast, on était le seul média à l'intérieur de l'amphi quand les événements ont eu lieu. Et donc, on a le témoignage de la jeune femme qui a voulu rentrer, elle a été repoussée parce qu'elle prenait des photos des étudiants. Et ça n'avait strictement rien à voir, même elle l'a dit après coup, Absolument. avec sa judaïté. Ne pas les laisser rentrer, tout simplement. La preuve, les autres étudiants qui ne nous ont pas pris en photo, on les a laissés rentrer. Rien n'est engagé pour assurer notre sécurité, moi en tant que personne racisée, issue de banlieue et pro-palestinienne. C'était hallucinant de voir les tweets 2 heures après les événements d'Attal et de Macron. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Il y a vraiment des campagnes de désinformation en termes soft, ou pas si soft power que cela, à part d'Israël. Comme tu abordes la question de l'antisémitisme et que ça devient, je veux dire là, depuis dimanche et la dissolution, le mot revient dans toutes les bouches pour qualifier la France insoumise, pour qualifier toute la critique de la gauche, etc. Comment toi, avec recul, à part dire c'est du délire, comment tu expliques la mécanique qui a entraîné ça, quoi? Parce que ça devient, je sais plus, il y a plus de mots, quoi. C'est hallucinant. Oui, c'est une stratégie très cynique, mais très rationnelle de communication politique et de propagande politique. Macron a très bien compris, notamment dans le contexte des événements dramatiques du 7 octobre, qu'il y avait une espèce de plateforme politique qui permettait de jeter le discrédit sur tout défenseur de la cause palestinienne. Donc on a aujourd'hui toute une série comme ça d'équivalences perverses. Antisionisme égale antisionisme, enfin, critique de l'État d'Israël égale de la politique d'Israël, la politique de Netanyahou égale antisionisme, égale antisémitisme, égale solidarité avec la cause palestinienne, dénonciation des atrocités à Gaza, etc., égale France insoumise. Je pense que Emmanuel Macron ne pense pas 30 secondes que l'antisémitisme est si répandu que cela dans la France insoumise. Mais il y a cet argument. Et dans la France tout court. Et dans la France tout court. Même si, effectivement, apparemment, il y a une recrudescence d'actes antisémites. Mais là, il faut être extrêmement prudent, parce qu'aujourd'hui, est-ce que véritablement ce qui est enregistré en tant qu'acte antisémite et de l'antisémitisme au sens propre du terme, c'est-à-dire la haine du juif, avec tout cet imaginaire nauséabond, ou est-ce que c'est une critique de la politique d'Israël qui est considérée comme antisioniste et donc comme antisémite par ce jeu d'équations? Que des politiques, c'est de mauvaise guerre, j'ai envie de dire, utilisent cet argument pour calomnier un adversaire politique. Je veux dire, je peux l'entendre dans un débat. Ça arrive tellement souvent d'inventer des choses pour disqualifier l'autre. Mais ce qui est proprement
il n'y avait plus de mots d'ailleurs, ce qui est proprement fou, délirant, hallucinant, incompréhensible, c'est les médias, c'est les journalistes qui, sur toutes les chaînes d'infos, sur tous les... Enfin, il y a tous de Routel le Krief à toute la clique de CNews. C'est une extrêmement mauvaise surprise, parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Tout le monde reprend cette chose de l'antisémitisme et comme un perroquet qui répète les mêmes délires, comme s'il y avait une sorte de comment dire, si chacun avait fumé ou... c'est extrêmement grave parce que les médias, enfin une partie des médias bien entendu, mais que le président de la République, qui est quand même le président de tous les Français, c'est pas un président, c'est pas un homme politique qui doit jeter de l'huile sur le feu, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa volonté, je lui souhaite bien du plaisir de faire gagner des prochaines législatives par son parti, etc. Mais quand vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas jeter cette accusation, mais très grave, diffamatoire. Le problème, c'est qu'il a l'immunité, et même l'impunité présidentielle. Donc Mélenchon ne peut pas, moi personnellement, si j'étais militant de LFI, j'aimerais beaucoup porter plainte pour diffamation contre un certain Emmanuel Macron, parce que me traiter, traiter quelqu'un d'antisémite, c'est très grave. Être antisémite, c'est très grave, c'est puni par la loi. Oui. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes diffamé. Et là, Emmanuel Macron, du haut de l'Élysée, peut traîner dans la boue une partie de la France dont il est garant constitutionnel. L'antisémitisme est une chose suffisamment grave et ignoble pour qu'on ne puisse pas l'instrumentaliser à des fins politiques. Il y a quand même un problème de décence. On peut trouver 50 000 reproches à faire, peut-être, quand on est de droite ou macroniste et les filles, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc là, on est à nouveau dans l'ignominie politique. On est dans l'ignominie politique parce que on n'est pas dans le combat à la loyale. Je voudrais te poser encore une question, ce sera la dernière, et je vais reprendre d'ailleurs, je ne sais plus où le titre d'une de tes chroniques, c'est compte tenu de ce qu'on est en train de vivre, de cette semaine où chaque jour il y a un nouveau rebondissement politique, et maintenant, je veux dire, comment on peut se projeter? Qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les situations ou les scénarios possibles? Et toi, avec cette espèce d'art de la prémonition que tu as quand on te lit depuis 2017, comment tu te projettes et qu'est-ce qui va nous arriver selon toi? Alors, je reviens à ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire que le charme particulier de ma profession, c'est que effectivement, généralement, on voit bien les tendances, ce qui va se passer. Sauf que, surprise du chef, ça se passe pas du tout de la manière que l'on avait envisagé. Et ça, je pourrais multiplier les exemples dans ma carrière universitaire ou prendre d'autres exemples de gens. Je me rappelle toujours mes collègues spécialistes de l'Europe de l'Est, quand le mur de Berlin s'est effondré. Ils nous ont dit, mais avec beaucoup de courage intellectuel, on n'a rien vu venir. Donc, ce qui va se passer le 30 juin et le 7 juillet, aujourd'hui, malheureusement, tout donne à penser que le Rassemblement national va remporter les élections. Soit une majorité relative, soit, bien qu'aujourd'hui personne ne semble l'entreapercevoir dans les sondages, dans les intentions de vote, etc., une majorité absolue. Et alors là, oui, on peut faire de la politique fiction. Bardella arrive à Matignon, lunaire. Donc on va avoir un gouvernement Rassemblement national sans aucune compétence, avec un président déstabilisé et qui cherchera naturellement à mettre à ce gouvernement autant de bâtons qu'il en a encore dans les roues. Et de ce point de vue, on va avoir une cohabitation très très différente
de celle que nous avons connue, par exemple, en 1997, à la suite d'une autre dissolution folle. Bon, il devait y avoir des vapeurs à l'Élysée qui, de temps en temps, prend les narines de notre président de la République. Si ça arrive, ce gouvernement de Rassemblement national, qu'est-ce qui va devenir de ce pays et de sa population, de toi, de moi, de nous? On peut se retrouver avec des événements en état de guerre civile, émeutiers, bon, peut-être pas de guerre civile, mais avec des tensions sociopolitiques extrêmement fortes, à la veille des Jeux Olympiques. N'oublions pas que Macron, on avait déjà des gros problèmes de service d'ordre, enfin de sécurisation, comme on dit dans la novlangue contemporaine des Jeux Olympiques. Macron a soigneusement allumé un incendie en Nouvelle-Calédonie par incompétence politique acté par l'ensemble des forces politiques caldoches et Kanak confondues. Donc on a déjà quelques centaines de gendarmes mobiles et de CRS qui sont immobilisés en Nouvelle-Calédonie. Donc on peut très bien imaginer, par exemple, une situation tellement incontrôlable que de facto, on doit annuler les Jeux Olympiques. On va avoir très certainement un décrochage financier de la France, sur les marchés financiers. Donc, et un Bardella qui sera absolument incapable de gérer cette situation. Donc il y a un risque économique considérable également. Sur le plan de la politique étrangère, alors là je crois que Macron a déjà payé l'addition, c'est-à-dire qu'il est complètement discrédité sur la scène internationale. Il l'était déjà passablement la semaine dernière, mais évidemment son saut dans le vide n'est pas rassurant pour les partenaires pour rester dans l'optimisme. Tu exclus le scénario optimiste qui voudrait que, parce que là on a en gros 3 blocs d'inégale importance, mais un extrême centre droit, on va dire, autour de la Macronie. On a l'extrême droite, mais on a aussi ce nouveau Front populaire qui va présenter des candidats partout. Peut-être que les élections européennes sont différentes des législatives, même si effectivement le Front National, elles vont en poupe. On peut imaginer aussi un sursaut républicain, un rééquilibrage des forces et un pays ingouvernable. Alors, je ne suis pas expert de sociologie électorale et donc je laisserai mes collègues, notamment du CEVIPOF, répondre. Du point de vue de la sociologie historique et comparée du politique, tu as raison, l'histoire est faite de contingences. Donc, c'est ce à quoi je faisais allusion, c'est-à-dire que ça prend jamais la forme qu'on imagine. Bon. Donc, l'histoire est faite de contingences. Est-ce que électoralement, ça peut être suffisant pour que ça marche, entre guillemets, je n'en sais rien, et il faut aller demander au CEVIPOF. En revanche, intellectuellement, on peut tout à fait imaginer, effectivement, un sursaut républicain et surtout une prise de conscience de la jeunesse qui est engagée politiquement. Alors, il y a toute une partie de la jeunesse qui est engagée politiquement du côté du Rassemblement national. Et c'est son droit. Mais eux, ils prennent leurs responsabilités. Ils sont nationaux, comme on dit, enfin nationaux, donc en l'occurrence, et je ne dirais pas respect, mais c'est quelque chose que l'on peut admettre. Ils sont conséquents avec eux-mêmes. Ils ont une vision de la cité. Mais le problème pour la gauche, c'est que vous avez évidemment une jeunesse de gauche qui a une vision de la cité, mais qui a complètement déserté la scène électorale et qui est engagée, parfois avec beaucoup de courage et de détermination, dans des mobilisations environnementalistes ou sociales ou en faveur des migrants, etc. Mais si ces gens-là ne votent pas le 30 et le 7, ils votent Le Pen. Concrètement. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que tous les gens de gauche, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, tous les gens de gauche ou même de droite, mais qui ne veulent pas d'un gouvernement Le Pen et de cette plongée dans l'inconnu, qui n'est pas simplement une plongée dans l'inconnu philosophique, mais également une plongée dans l'inconnu économique qui peut ruiner le pays extrêmement rapidement. Il faut que tous ces gens-là rognent peut-être sur leur départ en vacances ou sur la partie de foot qu'ils avaient prévue le dimanche pour aller aux urnes. Et là, il y a une grande part d'inconnu. Après, on parlait d'Orban, et ça sera mon dernier mot.
Dans les termes de la sociologie historique et comparée du politique, nous sommes en Allemagne en décembre 1932. Bon, alors, attention, la comparaison, c'est pas dire c'est exactement la même chose. C'est Paul Venn qui rappelle que le verbe comparer en français a deux sens. Tu compares le poète compare l'amour à la flamme parce que c'est identique. L'amour le brûle. Bon, l'historien, il va comparer la démocratie libérale, par exemple contemporaine, avec la démocratie athénienne pour voir les différences. Donc évidemment qu'il y a des différences entre l'Allemagne et la France, l'Allemagne des années 30 et la France. Par exemple, Madame Le Pen n'a pas un programme d'extermination des Juifs comme l'avait Hitler. Bon, on pourrait gloser, mais c'est un autre débat sur la conversion au sionisme de Marine Le Pen, qui n'est pas franchement un signe de philosémitisme, mais c'est un autre débat. En revanche, ce qui, en termes de logique de situation, est tout à fait similaire, c'est le jeu politique, la situation politique. En 1930, arrive au pouvoir le chancelier, celui qui devient le chancelier Brüning. Bon. Libéral autoritaire, exactement comme Macron. C'est-à-dire, dans les termes de Carl Schmitt, libéral autoritaire, il veut un État fort au service d'une économie saine. C'est exactement l'équation de Macron. Brüning, il vient du Zentrum. C'est-à-dire un parti républicain de Weimar, un parti de l'arc républicain, comme le dirait Macron, qui a gouverné de pair avec les sociodémocrates. Donc c'est pas du tout que comme Orban ou comme Macron, ce sont pas des gens qui viennent de l'extrême droite, ni même de la droite ou par exemple nationaliste allemande. C'est quelqu'un qui vient du Zentrum. Et il va, donc quand il arrive au pouvoir, il y a une vingtaine de députés national-socialistes au Reichstag. Il met en œuvre une politique qui prépare en particulier, il prend des lois, il fait passer des lois, et plus exactement des décrets-lois, qui vont constituer l'arsenal répressif du national-socialisme, et notamment des persécutions nazies. Et puis, il n'arrive pas à gérer son Parlement, il le dissout, et il se retrouve avec plus d'une centaine de députés national-socialistes. Et là, la situation devient ingérable pour lui. Il démissionne et il laisse la place à deux chanceliers successifs, très, très brièvement, qui, eux, sont des représentants de la droite nationaliste dure et qui vont finalement passer le pouvoir à Hitler. Et Macron, c'est exactement Brüning. Et là, je pense qu'il faut vraiment lire ce livre, Sebastian Haffner, Histoire d'un Allemand. C'est un jeune Allemand tout à fait ordinaire, pas politisé, et il décrit, dont la petite copine est juive, et il décrit l'installation du nazisme, comme ça, jour après jour, et puis en 1938, il fuit, et il écrit ce livre qu'on ne va découvrir que beaucoup plus tard, après la guerre, beaucoup plus tard. Et juste une brève citation, mais c'est exactement ce que nous vivons. Il écrit donc à propos du chancelier Brüning. À ma connaissance, le régime de Brüning a été la première esquisse et pour ainsi dire la maquette d'une forme de gouvernement qui a été imitée depuis dans de nombreux pays d'Europe. Une semi-dictature au nom de la démocratie et pour empêcher une dictature véritable. Et ça, c'est vraiment... Brüning a fait passer toutes ces lois liberticides en disant mais il faut défendre la démocratie contre les extrêmes, les extrémistes, et notamment les national-socialistes. Et c'est exactement le raisonnement de Macron. Il a fait passer toute une série de lois liberticides pour défendre, sous le couvert... Peut-être que le mot semi-dictature est un peu exagéré, mais enfin, on n'en est quand même pas loin, notamment en termes de répression policière et d'atteinte aux libertés. Autoritaire, libéral autoritaire. Et donc, il a fait passer cet État libéral ou ce régime libéral autoritaire pour nous protéger d'une dictature que sa dissolution de l'Assemblée nationale risque d'installer de manière assez rapide, je le crains. Moi, je suis un optimiste désespéré. C'est-à-dire, je pense qu'il faut continuer à se battre. Jamais il n'a été plus important de se battre. Mon arme, c'est un modeste stylo ou un modeste clavier, mais chacun à sa place, chacun dans son couloir de nage. Je pense qu'il faut tout faire pour éviter le désastre absolu
notamment en termes de liberté publique, que serait l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Et encore une fois, je le dis d'une manière qui n'est absolument pas sectaire, je peux comprendre que des gens votent Front National ou Rassemblement National. C'est pas ma tasse de thé, je pense qu'ils se fourvoient largement, mais je peux respecter des gens qui ne votent pas comme moi. En revanche, je ne peux pas respecter, et j'ai les plus grandes craintes à l'encontre d'un gouvernement qui serait raciste et qui remettrait de manière peut-être irréversible les libertés publiques en France. Jean-François, merci. On va terminer sur cette note d'un grand optimisme, effectivement. Non, mais il n'y a aucune raison de rigoler ou de manier l'ironie après cette l'ironie est une bonne arme politique. Oui. Non, mais là, je pense que je ne le dirai pas souvent, j'espère. La situation est quand même très grave, quoi. La situation est très grave et j'espère de tout cœur me tromper. Bah oui, mais non, mais moi aussi. En tout cas, je vous invite tous à, si on peut faire ce type de conversation encore, à mon avis, dans quelques temps, on ne pourra sans doute plus, parce que il va y avoir des tas de, si le Front National, le Rassemblement National passe, déjà, ils veulent privatiser les services publics, enfin, etc. L'information va être touchée, puisque l'information, après la justice, c'est sans doute le domaine qui peut être le plus inquiétant pour un gouvernement d'extrême droite. Ouais. Donc, il est vraiment urgent pour vous tous de nous soutenir, de vous abonner à Blast, de faire des dons, parce qu'on doit être aujourd'hui, et je pèse aussi mes mots, un des rares services publics d'information, parce que tous nos contenus sont en accès libre, et que le service public d'information qui aurait dû jouer son rôle a servi quand même, et là aussi je pèse mes mots, de marchepied à Macron et à cette extrême droite. J'en veux pour preuve ce débat, on n'en a pas parlé, mais ce débat Attal, Bardella, juste avant l'élection, qui a propulsé, qui a fait gagner des points incroyablement à Bardella et qui a coulé les autres partis, qu'un service public d'information ait eu en tête et fabriqué ce débat est quelque chose d'invraisemblable. Donc, il y a une chaîne de responsabilité. Donc, soutenez Blast, battez-vous, votez surtout pas Rassemblement National ni Macron. Et Macron, il faudrait qu'un jour il comprenne qu'il nous a trop fait subir de malheurs depuis qu'il est en place. Et c'est ce que tu expliques très bien dans ce livre. Merci beaucoup, Jean-François. Et merci à toi. Et à bientôt de te lire. J'espère qu'on va pouvoir continuer à écrire et à documenter et informer les gens sur Blast. Salut à tous.